On behalf of Most Reverend Father Abbot Na'amtullah Hashim, Superior General of the Lebanese Maronite Order and Chancellor of our university, represented by Reverend Father Karam Rizk, First Assistant and Vicar General, I would like to greet Excellency Monsignor Ivan Santos, Chargé d'Affaires at the Apostolic Nunciature, Excellency Most Reverend Bishop Paul Rouhana, Excellency Deputy Mr. Namat Fred, dear friend, Excellency Deputy Mr. Shawi Dakash, dear friend, Excellency Deputy Mr. Ahmad Wakim, dear friend, Excellency Deputy Na'amtullah Abi Nasser, dear friend, Excellencies, ambassadors and their representatives, Reverend Father Hadi Mahfouz, Assistant General of the Maronite Lebanese Order, Dr. George Aters, Chair of USAC Board of Trustees, ladies and gentlemen, members of the USAC Board of Trustees, Mr. President Joseph Jabra, President of LAU, I warmly greet your presence with us for this patronal feast day of our university. As you know, for the first time ever, LAU signs an agreement of cooperation with a private university in Lebanon. It was with us. Thanks a lot. Reverend Father Khalil Shalfoun, President of University La Sagesse. Father President Salim Dakash, Rector of the USG University, represented by Mr. Toufi Rizk, Dean of Faculty of Science. Excellencies, Kaimakan, General Directors, Judges, eminent personalities from cultural, educational, military, municipalities, instances, and religious institutions. Reverend Fathers, ladies and gentlemen, members of the University Council, dear faculty and staff of USAC, distinguished guests. As you know, my patronal feast day speech is divided in two parts. The first part in French with translation on the screen. Second part in English with translation in French, in English. Yeah. And the theme I choose for this patronal feast day, Lebanese National Pact and Democracy. À la veille de la fête patronale de notre université, je me fais une immense joie d'adresser d'abord mes remerciements les plus chaleureux au chancelier de notre université, le révérendissime Père Général Na'amtullah Hashim, pour la sollicitude toute paternelle dont il entoure notre prestigieuse institution. Par sa clairvoyance et son discernement, il mène la barque à bon port. De même, force est d'avoir une pensée émue pour tous les recteurs de l'USAC qui se sont investis pleinement et avec beaucoup de compétences promotrices dans le développement durable de cette grande institution nationale. Notamment à mes deux très chers prédécesseurs, à présent au Conseil suprême de l'Ordre libanais maronite, le révérend Père vicaire général professeur Karam Rizk et le révérend Père assistant professeur Hadi Mahfouz. Également, mes vœux les plus chaleureux et mes remerciements les plus reconnaissants vont à toute la famille de l'USAC, vice-recteur, pro-recteur, provost, doyen, chef de département, enseignants, chercheurs, assistantes, employés. Je ne serai pas dans l'exagération à dire qu'aujourd'hui, c'est votre fête et celle de nos chers étudiants dans le binôme éducateur-éduqué sous la motion de l'esprit. Comment ne pas être admiratif devant les glorieuses réalisations de notre communauté universitaire dans l'accueil et dans l'encadrement aussi bien académique qu'humain de nos générations montantes. Je ne trouve pas les mots adéquats pour dire ma profonde gratitude à notre éminent corps professoral qui s'évertue à cœur joie, non seulement à communiquer un savoir scientifique solide, objectif, largement documenté et constamment mis à jour,
mais notamment à former un homme dans toute sa multidimensionnalité. Vos sacrifices, suis-je intimement convaincu, seront de véritables semences pour un avenir universitaire plus radieux. De même, mon témoignage de reconnaissance et mes vœux fraternels s'adressent à tous nos amis ici présents, ministres, députés, corps diplomatiques, responsables militaires, hommes politiques, juridiques, recteurs et présidents d'universités, juges, maires, membres du conseil de gouvernance, Board of Trustees, journalistes et représentants de divers mass-médias. Votre indéfectible soutien moral et votre participation à notre fête patronale augmentent notre joie et permettent à notre enthousiasme universitaire de gagner en vigueur et en résilience. Maintenant, le thème que je vais développer, le parc national libanais et la démocratie. Honorable audience, le concept de démocratie, force et puissance du peuple, démos, et kratos, ça vient du grec, qui est né dans le giron de la ville d'Athènes, et plus précisément dans l'agora, la place publique, où la formule en grec es meson signifie « avancez au milieu et faites entendre votre voix ». Voilà quelle démocratie au VIe siècle avant Jésus-Christ. Es meson, avancez au milieu, donner librement la parole aux Athéniens pour discuter des affaires de la cité. Ce terme n'a pas réussi à avoir un statut privilégié dans le système philosophique le plus prestigieux de l'Antiquité grecque, celui de Platon. Pour ce dernier, l'affaire politique est trop sérieuse pour être confiée au peuple, où se recrutent majoritairement les ignorants, les illettrés, les délinquants et les gens pilotés uniquement par l'instinct aveugle et aveuglant. D'après son approche philosophique du politique, c'est exclusivement l'élite intellectuelle, guidée par les lumières de la raison et pouvant mettre en branle toutes les stratégies aussi bien pédagogiques que gérentielles, qui devra être appelée à prendre les rênes du pouvoir. C'est ainsi que les purs conceptuels du terme démocratie, tant adulés et mis en exergue par le célèbre Périclès, chef de file de la démocratie athénienne, a été banni des plans philosophiques de sauvetage politique proposés par Platon, le géant des temps anciens. Quoi qu'il en soit, au fil des siècles et des années, et grâce au mûrissement graduel imposé par les calamités sociales et économiques produites par les systèmes despotiques et dictatoriaux, une partie de l'humanité s'est résignée à mettre son grappin sur la démocratie comme le mode de gouvernance le moins mauvais possible. Toujours est-il qu'il n'y a pas une seule démocratie en vigueur dans les pays développés, mais bien plutôt des démocraties au pluriel. Dans cette diversité de paradigmes démocratiques, en relève deux modes. Le premier, représentatif, délégant ou minimaliste, confiant intégralement le soin de gérer les affaires du pays aux hommes politiques, et le second, participatif, actif et maximaliste, dans lequel le citoyen continue à contrôler personnellement, par le biais des médias, des manifestations, de la pression de tout genre, les affaires courantes des quotidiennetés sociétales et économiques. Cette conception de la démocratie active favorise, comme le signale bien Claudine Leleu dans son ouvrage « Repenser l'éducation civique », édition du Cerf, la citoyenneté individuelle qui revient à faire valoir constamment l'opinion personnelle, abstraction faite de la démocratie délégante gérée par les élections législatives et présidentielles. S'y ajoute la démocratie humaniste, selon les propres termes d'Alain Mouniot, dans son ouvrage « L'école de la République pour une éducation à la démocratie ». Quand l'État, dans son fonctionnement, respecte scrupuleusement les droits de l'homme, lesquels ont contribué à l'émergence et à l'instauration des régimes démocratiques. Donc, une démocratie qui n'est pas amnésique de son élan fondateur, qui n'est rien d'autre que le sursaut libérateur d'un homme conscient de ses droits
inaliénable. Après ce bref prélude, succinct et condensé, je pense que le terrain est plus ou moins déblayé pour entamer notre approche de la démocratie libanaise. La plupart de ces communautés affligées et persécutées, le Liban, pays minuscule et surchargé d'histoire, comprend 18 communautés religieuses et culturelles différentes. L'arrêté numéro 60 sur LR du haut-commissaire du 18 mars 1936 reconnaît 18 communautés religieuses. La plupart de ces communautés, affligées et persécutées et soucieuses de sauvegarder leur mémoire et leur identité, ont cherché refuge dans le pays du Cèdre. Il fallait, au fil d'un temps scandé par les tribulations et les fractures sociales, constamment envenimées par les ingérences extérieures, trouver un système politique qui soit au diapason des attentes de ces communautés en détresse. L'État du Grand Liban, proclamé par la France en 1920 et reconnu plus tard par la communauté internationale, tient institutionnellement ses confessions pour des composantes essentielles de sa contexture socioculturelle et concède à leurs juridictions respectives le droit privé et le statut personnel. Déjà dans l'Empire ottoman, les minorités non musulmanes jouissaient d'une entière autonomie dans le droit privé. Dans l'État libanais moderne, fraîchement établi sous le mandat français, deux référentiels juridiques distincts mais complémentaires encadreront la vie politique, la Constitution et le Pacte national, le premier écrit et le second non écrit. La Constitution libanaise de 1926 est largement inspirée de la Constitution française de la Troisième République. Là-dessus, il sera intéressant de consulter l'ouvrage qui fait autorité en la matière, celui d'Edmond Rabat, La formation historique du Liban politique et constitutionnel. Les articles 9 et 10 de la Constitution portent, le premier, sur les garanties que l'État libanais s'engage à accorder aux populations, à quelque confession qu'elles appartiennent, en matière du respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. Et le second, sur l'assurance qu'il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictée par l'État. S'y ajoute l'article 95 qui stipule que, je cite, « à titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État. » Le second référentiel juridique non écrit est bien le Pacte national. Il a été conclu en été 1943 entre le président de la République, Bchar al-Khouri, leader maronite, et le président du cabinet, Riyad al-Salah, leader sunnite. Si la première constitution libanaise a été dans la plupart de ses éléments essentiels importés de l'étranger, le Pacte national, en revanche, a été entièrement inspiré par la conjoncture libanaise et proche-orientale et par conséquent profondément ancré dans le concept de citoyenneté différenciée du peuple libanais. Dans ce consensus, tous les postes clés de l'État sont attribués conformément à un quota aux différentes communautés de la société libanaise. À titre d'exemple, la présidence de la République est attribuée aux maronites, la présidence de la Chambre aux chiites et la présidence du cabinet aux sunnites. Quant aux ministères et aux fonctions de première catégorie, ils seront également soumis à la même logique de partage entre les différentes communautés. Toujours est-il que les critères d'attribution n'ont jamais été rigides et inflexibles. Ils changent avec l'évolution sociopolitique du Liban. Comme tout un chacun le sait bien, au début de la création du Liban moderne, les musulmans, notamment dans leur mouvance sunnite, s'opposaient violemment à une entité libanaise indépendante du voisinage arabe, en l'occurrence la Syrie. Les raisons de non-parité entre les parts chrétiennes et les parts musulmanes au tout début de l'État du Grand Liban sont clairement évoquées par Charb el-Nahas dans sa recherche portant sur le titre «
le confessionnalisme au Liban sous la direction de Marc Auge à l'école des hautes études en sciences sociales en 1980. Il dit « L'élaboration de ce partage a été progressive et s'est poursuivie en pratique dans deux directions. L'augmentation jusqu'à l'égalité de la part musulmane par rapport à la part chrétienne, originellement largement majoritaire, pour des raisons à la fois sociologiques, instruction beaucoup plus développée chez les chrétiens dès le début du siècle, à cause des écoles religieuses, et politique, refus des musulmans de reconnaître l'État du Grand Liban proclamé par la France en 1920, et la spécification de plus en plus précise des postes jusqu'aux échelons les plus bas de l'administration. Parmi les objectifs majeurs du pacte national, Edmond Rabat, dans son ouvrage cité plus haut, préfère mettre en saillie le suivant, je le cite, « libanisation des musulmans et arabisation des chrétiens ». Cette interprétation s'appuie sur l'approche conduite par Youssef Brahim Yazbek dans son article paru dans la revue d'Usbou al-Arabi, la semaine arabe, où il se réfère aux propos du président Bachar al-Khouri lui-même, affirmant sans embâche que le pacte national n'a pas été uniquement une conciliation entre deux communautés, il a réalisé aussi une fusion entre deux doctrines, celle qui tendait à faire résorber le Liban dans un autre État et celle qui cherchait à le maintenir sous la couverture de la protection ou de la tutelle étrangère. Cette optique idéologique de base se ramifiera dans des clauses définitionnelles non moins fondamentales dans l'émergence de l'État du Grand Liban qu'on pourrait récapituler dans les points suivants. Premièrement, le Liban est une république indépendante d'une indépendance absolue. Deuxièmement, le Liban a un visage arabe, sa langue est arabe. Il fait partie intégrante du monde arabe. Il possède son caractère particulier. Nonobstant son arabité, il ne saurait interrompre les liens de culture et de civilisation qu'il a noués avec l'Occident, du fait que ces liens ont eu justement pour effet de l'amener au progrès dont il jouit. Troisièmement, la vocation du Liban est dans sa coopération avec les États arabes. Quatrièmement, la répartition de tous les emplois de l'État s'effectuera dans l'équité entre toutes les communautés. C'est justement grâce à ces données de base dans le pacte national que le Liban a merveilleusement réussi à soustraire son système politique aux structures sociopolitiques des pays avoisinants où les différences et les particularités étaient et sont hélas toujours autant escamotées que noyées dans un étatisme fusionnel et monochrome. Cette tâche n'a pas été de tout repos. Des sacrifices énormes ont été consentis pour maintenir en vie le Liban pluraliste et par l'enchaînement causal, le droit naturel des hommes à la différence. C'est effectivement dans ce domaine que le Liban est à même d'apporter à l'humanité, condensée de nos jours dans un espace de vie sans frontières ni distance, un modèle de citoyenneté différencié, servi tant bien que mal par une démocratie consensuelle. Cette citoyenneté, fondée sur le principe de l'unité dont la différence, contribue à favoriser, non sans peine, un passage plus ou moins réussi des identités meurtrières aux identités réconciliées dans la fragile et robuste harmonie des contraires. Honorable audience, similarly, it should be emphasized that the Lebanese National Pact is nonetheless a major political event in an East managed most often by lethal uniformity and sometimes by religious ostracism. In our approach to the philosophy that inspires this Lebanese National Pact, we find entirely justifiable a connection with the alliance of Medina that the Prophet of the Muslims, Muhammad, had signed at Yathrib in 623 with the Jews, Sabians, and pagans at his exit from Mecca under the military pressure of the opponent tribes. The 41 clauses of this alliance bring out the unity of the community
in religious pluralism and stipulate that the administrative tasks pertaining to the management of the affairs of the city are divided equally. The other, different in culture and religion, is considered as associate and partner. Still, this alliance, which lays the first foundation of human rights and assumes an egalitarian modus vivendi in a plural society, will unfortunately or later be replaced by Sharia law. The canon law of Islam as the only constitution for Medina. It will be mandatory to wait for the emergence of the Lebanese National Pact to revive the alliance of Medina and to base citizenship on the recognition of the dissimilar other as a full partner in the factional unity of the pluralistic state. In fact, the Lebanese National Pact and the Arab regimes in force, based on the principle of national fusion, الانصهار الوطني، كلمة رائعة جدا، الانصهار الوطني، شوفوا شو حلوة، are diametrically opposed. Throughout the Arab and Muslim Middle East, the term national fusion is constantly recurring as a leitmotif in political discourse, so much so that any attempt to break the slogans displayed by the political power will be seen as an attack on the unity of the nation, cemented by national fusion and disengaged by cloned political formulas. However, the fusion or melting is originally a term used exclusively in the steel industry to describe the process of melting various metals in the furnace, which ends in a uniform monochrome alloy. It cannot in any case apply to the societal composition. In the Ta'if agreements, the term national fusion frequently appears. This terminology in the text of the new Lebanese constitution, foreign to the vocabulary of the National Pact, faithfully reflects the direct influence of Middle Eastern mentalities still at work today, which have difficulty in conceiving a unity beyond the merging of all components of society. It is the status of the submissive subject that's always reserved for individuals. Citizenship, enjoying all the duties and rights, egalitarian and respectful of cultural, political, and religious affiliations, in accordance with Article 18 of the Charter of Human Rights, is not yet operational in the overwhelming majority of Middle Eastern countries. However, this morbid frequency of the term national fusion, culminating in the insistence on the abolition of the political confessionalism, which slyly smacks of unmistakable, unobtrusive, denominational expansionism, is counterbalanced by a strong but implicit response of the Lebanese political conscience, which states that any law undermining the principle of want to live together will be considered as invalid and illegitimate. It follows that even in the mistaken conception of national fusion, the Lebanese legislator, working under the auspices of foreign occupation and the guardianship of countries in non-democratic political systems, is working, as well as it's difficult to save Lebanon's raison d'etre by this insistence on egalitarian citizenship before the law, but respectful of the historical memory of the people. Differentiated Lebanese citizenship is not imputated from the founding history of being, nor from cultural and religious constituents. It's different from modern Western citizenship generated by American and the French revolutions.
purified from particularism and based exclusively on ahistorical and abstract notional components. It's nonetheless useful to emphasize that the political system of Lebanon, established on the total respect of the religious and cultural peculiarities of the pluralistic nation, thanks to the decisive contribution of the Lebanese Christianity, is fully embedded in what Charles Taylor calls the politics of difference, multiculturalism examining the politics of recognition. Taylor notes that, I quote him, before the late 18th century, no one thought that the differences between human beings had this kind of moral significance. There is a certain way of being a human. That's my way. I am called upon to live my life in this way and not in imitation of anyone else's. From what precedes, concludes Taylor, to what he considers it appropriate to call the principle of originality. Each of us, comments Mary Guy in her book, The Citizen, is unique and has something to say that no other can state. In a democratic society, the government, recognizing the equality of all, must give all people equal opportunities to develop their authentic selves. Only this policy of difference, underpinning the Lebanese political system, makes national unity a constant daily victory over failure. This fragility perfectly illustrates to what extent Lebanese democracy mirrors both the dignity of the human condition and its weaknesses. Thus, Lebanon, a country of minorities, has managed to set up an unstable political balance without capsizing in the military dictatorship that artificially and ephemerally reinforces the foundations of the state. Among the benefits that flow from this humanizing instability, we can cite the peaceful alternation to power in accordance with the deadlines provided by the Constitution, something that's found nowhere else in the Arab countries, where the single party or the dynasty are permanently and without sharing in power, not by universal suffrage, but most often by a coup d'etat. In addition, it's important to point out that Lebanon is the only country in the Arab League where we find former presidents still alive, with bodyguards and monthly salaries. Added to this is the freedom of the press, religious freedom, and the freedom of conscience. As for the latter, it's clear that Lebanon is also the only country in the Arab League where the Muslim can freely convert to Christianity without running the risk of being incarcerated. In Arab countries, constitutions forbid leaving Islam for another religion. On the other hand, conversion to Islam is accepted and encouraged. Faced with these serious attacks on the basic rights of man, Lebanon presents itself, despite its intrinsic contradictions and its political system, which sometimes suffers from internal factors as well as external interference, as a privileged space for human beings in free quest for their authentic self in a variegated society. It's from here that we can partially understand why the entire Middle East region has been attacking for some 30 years now, directly or indirectly, this tiny country which disturbs as much by its public liberties as by its religious and cultural pluralism. By its plural contexture, it's in contradiction with the founding idea of the countries which reject at the base
the possibility of formation of a nation by different religious and cultural components. By this exclusivist ideology, these countries plunge back into the sterile and obsolete tradition of Sparta. Similarly, Lebanon, by the respect of Article 18 of the Charter of the Human Rights, by the National Pact, which frees Christians from the dimitude and puts them on equal footing with the Muslims at the level of the state and at the level of rights and civic duties, by the peaceful alternation of power, and by all the freedoms, both individual and collective, Lebanon is nonetheless a source of intolerable embarrassment for all neighboring countries which are immersed in a political and socio-economic culture incompatible with the basic elements of a true democracy. In sum, the unique Lebanese formula, reflecting the national covenant of wanting to live together, in recognizing the dissimilar other as the full partner in political action and in the management of the affairs of the state, shows political confessionalism in a favorable light, and therefore puts Lebanon in a position with all the political systems of the Middle East managed more and more by Muslim and Jewish theocracy. Indeed, and so strange and odd as it may seem, thanks to the confessional system, Lebanon is the only country in the Middle East to be a secular state. And this is because in Lebanon, there is no official religion for the state. The leader recognizes and respects all faiths without claiming any of them. Hence, the conclusion that confessionalism, positive, open, interactive, involving all national components in power, is indeed the bedrock of democracy in Lebanon and its legendary resilience. In this perspective, the powerful analysis conducted by Klaus Hillebrand, a former German expert at the United Nations in charge of the Lebanon dossier, took place during the German-Lebanese conference held on July 7, 2009 in Ludwigshafen. To the question, is political confessionalism in Lebanon really so bad? Hillebrand responds by underlining that political confessionalism now ensures a certain stability and adopts ingeniously in decision-making processes the interests of the different groups of the Lebanese society. A change in the system in Lebanon, he continues, involves serious risks, especially in the current situation prevailing in neighboring countries driven blindly by expansionist appetites and hegemonists and infiltrated by an exclusivist and fundamentalist Islamism. And by drawing a parallel between Lebanon and Germany, it was a surprise for us. Proportionally, of course, Hillebrand points out that even in Germany, there is a small amount of confessionalism in politics. Key positions in the government and at the head of state are practically shared by politicians of different denominations and regions, invisible thing for foreigners. He also points out that churches and the trade unions are second only to them, but their influence is not negligible in the political administration of everyday life and in the implementation of long-term political strategies. If, on the other hand, we draw a parallel between the Lebanese National Pact and the Swiss Confederation's magic formula, Zauberformel in German, we are surprised by the extent of the things shared and the management logic that governs political action in the two pluralistic countries. After almost 150 years of internal wars between Catholics
and Protestants, the Swiss had managed to find a brilliant modus vivendi of a nature to ensure a national unity in the right to difference by creating 26 cantons where the religious and linguistic belongings are meticulously respected. In 1959, the Swiss managed to find a magic formula, die Zauberformel, a sort of tacit, unwritten national pact controlling the distribution of seats in the Federal Council, scrupulously monitoring a political, religious, and linguistic balance. According to the arithmetic formula 2221, making prevail not always the balance of power, but the entire Swiss electorate. The distribution of seats in the Federal Council is between the Radical Democratic Party, the Christian Democratic Party, the Socialist Party, and the Democratic Union of the Center. The right-left political divide is maintained thanks to the magic formula within the governmental coalition to such a point that blockages in the decision-making naturally follow. Former President of the Swiss Confederation, Pascal Couchepin, says that sometimes the blockages last for years and years to reach a decision accepted by all members of the Federal Council. He recognizes that this is an exacerbating slowness, but it's still preferable, as he finds appropriate to draw attention to favor a faster and more efficient decision-making mechanism, sometimes seen as an emergency action, but which could affect the interest of one of the components of the Swiss society. This concern to serve all the Swiss components and their political, religious, and linguistic diversity presides over all the strategies of the Federal Assembly, notwithstanding the pitfalls and difficulties generated by the system of concordance. Proof in support. The voices sharply criticizing these blockages caused by the magic formula and consequently calling for a return to the old alternation system in power have failed to convince the political actors, seeing closely the greatness and the difficulties of the Swiss political system. We couldn't help reconsidering our unjustifiable, strong criticism of the Lebanese formula, which succeeded somehow in making a real life together from a mosaic of cultures and religions, a non-consensual and purely numerical democracy can never manage countries as pluralistic as Lebanon and Switzerland. In the final analysis, the fact remains that the Saint Pope John Paul II's historical remarks, putting Lebanon on the pedestal of the international referentiality for plural societies, powerfully illustrates to what extent the country of Cedar is opposing the sterile tradition of Sparta and that of all the retrograde countries following its footsteps. By this kind of democracy, grounded on the national pact, recognizing the rightness of the politics of difference and the relevance of the principle of originality, Lebanon is more than a country. It is a message for alternatives constantly reconciled with themselves in the humanizing fragility of the harmony of opposites. Thanks a lot for your listening.